à tous et merci d'être venus assister à cette table ronde sur les énergies nouvelles. Donc un grand merci surtout à nos intervenants qui sont là aujourd'hui pour en parler avec nous. Ou bien comme des énergies dont la production, le stockage ou la distribution sont le fruit de process innovants. Donc la crise énergétique actuelle, elle a mis en lumière notre besoin accru aux énergies fossiles et aux exportations étrangères notamment. Donc il y a vraiment une demande de ces énergies nouvelles. Et au cours de cette table ronde, on va parler des métiers qui vont répondre aux enjeux de la transition énergétique. Je vous propose une table ronde en 4 grandes parties, où d'abord on va voir un peu les parcours et métiers de nos intervenants, ensuite l'attractivité un peu de ce secteur, et ensuite revenir un peu sur les entreprises, comment elles s'engagent dans la transition énergétique et quels sont les projets qui sont menés dans ce sens. Donc je vous propose de vous présenter peut-être dans un premier temps quel est votre métier, quelle est l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Je ne sais pas qui veut engager cette table ronde. Je peux commencer si vous voulez. Louise Leloirne, donc moi je suis de la promo 186. J'ai fait un parcours au début plutôt santé, puis conception et développement de produits en agroalimentaire et cosmétique, tout à fait dans le thème du jour, pour ensuite partir dans un cabinet de conseil qui s'appelle Capgemini pendant 7 ans, pour continuer à me former, monter en compétences. Je ne savais pas trop dans quoi je voulais travailler, donc j'ai reculé pour mieux sauter. Dans ce cadre-là, je suis tombée dans une équipe qui s'occupait uniquement des clients de l'énergie, à faire des gros projets de transformation, de réorganisation, etc. Et donc, c'est tout naturellement qu'après, j'ai continué dans la voie de l'énergie pour aller dans une entreprise de taille plus petite, à savoir Technique Solaire, qui fait de l'exploitation de centrales solaires, donc d'énergie renouvelable, nouvelle, et qui participe à la transition énergétique du pays. Dans ce cadre-là, moi, je suis aujourd'hui manager d'une équipe de commerciaux sur le terrain qui nous aide à vendre des petits projets, mais on pourra détailler ça plus tard. Merci beaucoup. C'était l'inverse, merci. Pardon. Bonjour à tous, donc moi c'est Rémi Angèle. Moi je suis aussi sorti de l'école en 2011, promo 182. Moi, j'ai décidé tout de suite de travailler dans le domaine des énergies renouvelables et notamment dans le biogaz et la méthanisation avec une approche plutôt entrepreneuriale. En sortant de l'agro, j'ai fait une année d'études supplémentaires HEC Entrepreneur pour avoir un peu quelques bases d'entrepreneuriat et j'ai monté une entreprise qui s'appelle Nénuphar. Nénuphar, c'est un système de récupération du biogaz, donc du méthane, sur les unités de stockage des lisiers dans les exploitations d'élevage. En fait, la méthanisation, c'est un process qui est spontané. Dès qu'on stocke de la merde dans une ferme, ça méthanise. Les émissions des 70 000 fossalisiers en France, c'est l'équivalent de 13,7 millions de tonnes équivalent CO2 chaque année sous forme de méthane, parce que le PRG du méthane, c'est entre 25 et 80 fois plus réchauffant que le CO2. Donc un fort pouvoir réchauffant. Le fait d'attraper du méthane, de le brûler, ça permet de diviser par entre 25 et 80 fois son pouvoir réchauffant. Et les 70 000 fossalisiers émettent donc 13,7 millions de tonnes équivalent CO2 chaque année. C'est l'équivalent de 1% des émissions de carbone, tout secteur confondu en France. Et donc nous, on s'est attaqué à ces 1%-là. L'idée, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre de l'élevage, mais aussi, du coup, puisque quand on brûle une molécule de méthane, on libère de l'énergie, rendre ces exploitations d'élevage autonomes en énergie. Donc voilà, c'est dans le domaine de la méthanisation, de la grande famille de la méthanisation. Par contre, c'est une voie un petit peu différente de la méthanisation classique, un peu plus grosse, un peu plus industrielle, notamment en injection sur les réseaux. Mais c'est une méthanisation qui est décentralisée, qui a un énorme impact climat, sans transport de matière, voilà, et sur de l'autonomie énergétique. Donc voilà, on pourra rentrer un peu plus dans le détail un peu plus tard, mais 2 mots sur l'entreprise. Aujourd'hui, Nénuphar, ça fait 10 ans que ça existe, et on est une vingtaine de personnes. On a une techno qui est enfin techniquement fiable et que maintenant on s'emploie à déployer de manière massive pour avoir un impact le plus important possible sur les émissions de gaz à effet de serre, sachant qu'il y a 70 000 fossalisiers
réalisées en France, 150 000 en Europe, et que pour l'instant, on n'en a couvert qu'une centaine. Donc il y a encore pas mal de boulot. Merci beaucoup. Effectivement, on reviendra après un peu sur le détail de vos entreprises. Il reste 3 personnes. Je continue. Donc Vincent Jean-Baptiste. Alors moi, je suis responsable des affaires agricoles de GRDF, donc les gestionnaires du réseau de distribution de gaz en France. Promo 2004, sorti en 2008. Voilà. On détaille comment est-ce qu'on est arrivé ici aussi sur le parcours, ou c'est une question d'après ça? Vous pouvez détailler votre parcours. Rapidement. Alors, en sortant de l'agro, une petite expérience de conseil, notamment sur les sujets énergétiques, et surtout une opportunité assez rapidement de pouvoir rejoindre le monde de l'énergie pour aller travailler sur le nucléaire chez EDF, ce qui m'a tout de suite, ce qui a titillé ma curiosité, on va dire, et j'y suis resté 12 ans, pas uniquement sur le nucléaire, mais pour travailler sur tous les aspects environnementaux de la production d'électricité, la construction des centrales, l'exploitation des centrales et leur déconstruction. Parce que oui, il y a pas mal de centrales nucléaires en déconstruction en France, et donc c'est des sujets environnementaux assez complexes. Et au terme de 12 ans de bons et loyaux services chez EDF, j'ai eu l'opportunité de rejoindre un autre monde des énergéticiens. Donc j'étais chez les électriciens pendant 12 ans, et là j'ai rejoint le monde des gaziers. Donc, il y a un peu un fossé entre les deux. Et pour travailler au sein de GRDF en tant que responsable des affaires agricoles, notamment sur le sujet, et en particulier sur le sujet de la méthanisation, agricole en injection. Mais les sujets comme Nénuphar sont potentiellement très très intéressants, je pense, sur les réseaux de biogaz avec de l'injection mutualisée. Enfin bref, on pourra en parler. Et donc mon rôle au sein de GRDF est d'assurer la relation avec le monde agricole, qui sont aujourd'hui les acteurs qui développent les projets, qui montent les projets, qui exploitent les projets d'unités de méthanisation. Donc relation avec les acteurs du monde agricole, les associations des agriculteurs méthaniseurs de France par exemple, mais également les syndicats, et le lien aussi avec nos chères administrations, le ministère de l'Agriculture et le ministère de la Transition écologique, qui définissent le cadre réglementaire qui encadre cette activité-là, qui régisse toute cette activité-là. Donc moi j'assure le lien entre ces deux personnages. Avec en parallèle également une grosse activité en termes de recherche et innovation, parce que la méthanisation, c'est pas si récent comme activité, mais ça pose quand même plein d'interrogations du point de vue agronomique, du point de vue de l'impact environnemental, du point de vue de l'intérêt climatique. Et donc c'est des sujets que l'on traite en direct avec les acteurs de la recherche, comme l'INRAE, comme AgroParisTech, ou d'autres acteurs. Et donc on anime un gros programme de recherche et innovation sur les aspects agronomiques et environnementaux de la méthanisation, et je suis en charge d'animation de ce sujet-là également. Merci. Donc, je m'appelle Laurent Malfait. Alors, moi, je suis sorti d'AgroParisTech quand ça ne s'appelait pas encore AgroParisTech. Et c'était au siècle dernier. Donc, j'ai dû calculer, ça va être la promo 160 et des brouettes. Donc, ça ne me rajeunit pas. Je travaille pour une entreprise qui s'appelle Steph, qui a priori n'est pas un producteur d'énergie, puisque nous, on fait dans la logistique et le transport des produits alimentaires sous température dirigée, que du produit alimentaire et que de la température dirigée, c'est-à-dire ou du négatif, moins 18, ou du positif, plus 2, plus 4, pour l'essentiel. On se considère comme une entreprise agroalimentaire et nous sommes de gros consommateurs d'énergie. On consomme 550, au niveau européen, on est implanté dans 8 pays européens, on est 21 000, on a 250 sites, on fait 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, voilà, donc on est une grosse boutique. Au niveau européen, on consomme 550 gigawattheures d'électricité. En France, 360 gigawattheures. 360 gigawattheures, c'est l'équivalent de la ville de Rennes. On est un des plus gros consommateurs de carburant en France parce qu'on a beaucoup de camions. Et on est depuis maintenant une bonne quinzaine d'années très engagé dans la transition énergétique, comme nous le permettent les moyens technologiques. Et ben depuis 2020, on s'est rendu compte qu'il y avait des solutions maintenant qui nous permettaient d'être COP21 compliant, c'est-à-dire d'arriver à imaginer des solutions pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 50% entre 2020 et 2030, c'est-à-dire 6% par an. Donc on a un plan. Et dans ce plan-là, il y a aussi de devenir producteur d'électricité, et donc on équipe tous nos entrepôts de panneaux photovoltaïques, et on devrait avoir, alors par contre je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas, mais on devrait être en capacité de produire une capacité de 80 mégawatts crête
à la fin de l'année prochaine, ce qui représentera à peu près 20% de notre consommation énergétique. Après, il nous reste ce carburant. Pour l'instant, on n'a pas trouvé beaucoup mieux que le diesel, quoiqu'on a quelques projets avec Avril. Comment? Alors, le bio-GNV, encore faut-il qu'il soit bio. Voilà, c'est ça. Donc 85% du gaz disponible est du gaz gris et pas du gaz vert. Donc ça nous gêne un petit peu quand même. Mais on pourra discuter de ça ultérieurement. Et sinon, j'ai fait toute ma carrière chez Steph, 33 ans depuis 1990. Merci beaucoup. Il reste Monsieur Bougeant en visioconférence avec nous. Oui, donc moi c'est Alexandre Bougeant, je suis CEO d'Enerpro Biogaz. Enerpro Biogaz, c'est une jeune entreprise qui est basée à Rennes et qui est spécialisée dans la micro-méthanisation, dans l'objectif de proposer des unités de méthanisation à petite échelle, dans une logique de décentralisation et d'autonomisation sur les fermes d'élevage, mais aussi les petites industries alimentaires, sans oublier aussi les biodéchets qui sont en train d'apparaître comme un gisement de matière organique disponible pour produire de l'énergie. Pour ce qui me concerne, moi je suis un jeune entrepreneur, malgré mon âge, puisque donc moi je ne suis pas issu de la filière directement d'une formation agricole, étant pourtant fils d'ingénieur agronome. Mais j'ai fait des études de commerce et j'ai fait aussi une spécialisation à Supélec dans le domaine de l'énergie. Toujours est-il que chez Enerpro Biogaz, donc depuis 7 ans maintenant, on a développé une technologie qui permet de mettre en œuvre des gisements ou de valoriser des gisements de matière organique pour produire une énergie aujourd'hui sous forme de chaleur ou d'électricité et demain certainement sous forme de carburant et peut-être aussi de biométhane injecté. On verra. En tout cas, voilà en quelques mots pour ce qui me concerne et pour l'activité d'entreprise. Eh bien, merci à tous les 5. On voit qu'il y a une pluralité de parcours de la cosmétologie à l'agro, au nucléaire, pour travailler dans les énergies. Peut-être est-ce que vous pourriez revenir plus spécifiquement sur vos missions actuelles, vos fonctions, ce que vous faites au sein de l'entreprise, nous détailler comment vous œuvrez dans cette transition énergétique? Je ne sais pas à qui m'adresser en premier. Je veux bien commencer si vous voulez. Moi, je pense que c'est, enfin, je sais pas si c'est un cas particulier, mais moi, je suis manager d'une vingtaine de collaborateurs. J'ai envie de dire que mon métier, c'est tout d'abord de résoudre des problèmes. Ça veut dire que quand tout se passe bien dans l'entreprise, d'habitude, je suis pas trop sollicité. Et comme à peu près 8 fois par jour, il y a des emmerdes qui nous tombent dessus, et ben c'est toujours sur moi que ça retombe. Et ça peut être dans plein de domaines différents. Ça peut être, c'est quand même principalement des emmerdes techniques, donc grosse dominante technique d'ingénierie dans plein de domaines différents, que ce soit de l'agronomie, que ce soit de la combustion des gaz, de la résistance des matériaux, de la conception de trucs, des essais. Enfin, on fait plein de trucs différents, on maîtrise d'électricité, des automatismes, et du coup, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas comme c'était prévu. Donc voilà, mais ça peut être aussi des problèmes juridiques, des problèmes de comptabilité, des problèmes de propriété intellectuelle, des problèmes commerciaux, des problèmes de garantie, de SAV. Voilà. Et voilà, en tout cas, ce qui est bien, en tout cas, c'est que le fil de la journée est pas forcément écrit quand on arrive. Voilà. Après, il y a quelques journées un peu plus calmes où on a un peu plus de temps pour travailler sur les sujets de fond. Mais c'est vrai que l'aspect management et l'aspect d'aide en fait aux opérationnels qui rencontrent des difficultés et d'essayer pas de leur donner la solution, mais de réfléchir avec eux à la solution. C'est ce qui prend la grosse partie de mon temps. Oui. Voilà. Et est-ce que c'est le cas pour tout le monde? Beaucoup de management? Oui, je pense que ça va rejoindre dans la même veine. De mon côté, c'est le management d'une équipe de commerciaux. Donc, pareil, les aider à faire leur travail, leur donner tout le nécessaire pour faire leur travail. Donc, c'est des outils cohérents, des process clairs, des directives claires, une formation de bonne qualité, un encadrement humain pour qu'ils se sentent bien au travail, qu'ils montent en compétences, qu'ils aient de la visibilité, qu'ils sachent où aller, qu'ils se sentent au sein d'une entreprise avec qui ils ont envie d'avancer.
régler les soucis du quotidien et puis participer à ce que l'entreprise puisse se développer. Donc, avoir de nouvelles idées, les tester, les développer, aller avec les autres services, voir qu'est-ce qu'on peut faire différemment. Et puis, mettre en place des tests, des pilotes, lancer des activités, venir faire des salons, recruter, tout ça. Merci. Donc, alors moi, je suis directeur d'une business unit, c'est-à-dire une activité autonome au sein du groupe STEF. Je m'occupe de tout ce qui est logistique et transport des produits surgelés. Ça représente 1800 personnes, 47 sites en France. Alors, je suis vieux, hein, donc c'est normal que mon boulot, c'est plus que du management, hein. Quand tu auras un problème technique remonte jusqu'à moi, ça craint, et deux, je suis incapable de le résoudre. Donc mon job, en fait, c'est de faire en sorte que les problèmes soient réglés avant qu'ils remontent jusqu'à moi, c'est-à-dire que mes collaborateurs, l'ensemble de mes collaborateurs fassent preuve d'initiative, de résilience, d'innovation, et que pour ça, ils soient formés, incités. Voilà, mon job, c'est ça. C'est de les mettre dans les meilleures conditions pour qu'ils puissent résoudre les problèmes, contribuer au développement de l'entreprise, plutôt que de moi-même contribuer à ce développement. Ce développement-là. Moi, j'ai un petit peu suivi le même parcours que tout le monde, hein. Au début de ma carrière, je me suis appuyé sur des compétences techniques. J'étais recruté comme frigoriste donc frigoriste, c'est quelqu'un qui fait tourner les machines qui font du froid. Et puis pour ma connaissance à la fois de l'univers agroalimentaire et puis des produits, puis j'ai accepté de me former en management et je me suis de plus en plus éloigné des sujets purement techniques pour faire de plus en plus de management. Et je pense que c'est une évolution professionnelle complètement logique pour tout le monde, ne serait-ce que parce qu'à partir d'un certain âge, on commence à avoir du mal avec les nouvelles technologies. J'ai fait du management, on peut revenir. Du coup, là, j'en fais plus, j'en ai fait pendant 4 ans et demi, et donc c'était une expérience très très enrichissante. Là aujourd'hui, mon rôle, mon activité, elle est plus un rôle de traducteur, parce que avec différentes casquettes, différentes facettes, donc j'ai à la fois été formé sur les sujets, sur les enjeux agro-environnementaux, donc passage à l'agro. Pendant 12 ans chez EDF, j'ai acquis des connaissances sur les sujets énergétiques. Et puis sur le plan presque plus personnel, très original, on fait des belles rencontres à AgroParisTech. Et donc il y a une personne que j'ai rencontrée à AgroParisTech et qui partage toujours ma vie aujourd'hui, qui est agricultrice. Donc j'ai une vision du monde agricole. Et donc cette triple casquette, fin connaisseur des sujets environnementaux, des sujets énergétiques et des sujets agronomiques, ça me sert aujourd'hui pour faire le lien entre, par exemple, des parties prenantes ou des administrations qui questionnent la méthanisation agricole, par exemple, sur ses impacts environnementaux, climatiques. On pose la question, attendez, les cultures intermédiaires là qu'on veut développer pour faire de la méthanisation et produire plus de gaz renouvelable sur les territoires, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur la ressource en eau, ou est-ce que le bilan climatique est vraiment si intéressant que ça? Donc moi je recueille ces questionnements et ensuite j'ai la chance de pouvoir aller travailler avec les acteurs de la recherche. J'ai vu qu'il y avait le stand de l'INRAE juste devant, et donc on a un partenariat avec l'INRAE qui me permet de redescendre ces questions-là avec les chercheurs, c'est-à-dire comment on le traite ce sujet concrètement, techniquement, scientifiquement. Et puis ensuite, une fois qu'on a les données établies, on les remonte. Voilà, on les remonte à ces chères administrations. On va jusqu'à mettre en face de l'administration les chercheurs, les directeurs de recherche qui viennent exposer les résultats. Donc voilà, un traducteur, un passeur on passe pas les plats, quoi, mais en gros, il y a des emmerdes qui arrivent de là-haut, et puis je les fais redescendre, et puis on voit comment on les remonte, et bien préparés et bien exposés, quoi. Alexandre, peut-être? Oui, alors pour ce qui me concerne, moi, donc, mon rôle dans l'entreprise, c'est principalement deux missions. Je suis en charge du développement commercial, du développement de projets. Donc, je suis en lien avec l'ensemble des clients, mais aussi l'ensemble des prospects qui s'adressent à nous et qui souhaitent développer des projets. Et puis, j'ai une autre partie aussi, une autre mission qui est importante aussi, c'est la gestion administrative et le développement, la structuration d'entreprise.
pour laquelle, là, il faut mettre en œuvre plutôt des compétences dans le domaine de la gestion, de l'administration. Et c'est effectivement très, très large de ce point de vue-là. Pour revenir à la partie, effectivement, développement de projet, c'est un terme que je préfère au développement commercial parce qu'en réalité, notre métier, c'est d'abord et avant tout développer des projets. Et développer un projet, c'est quelque chose d'assez subtil malgré tout. Et je crois qu'autour de la table, on a un bon panel de participants qui savent ce que c'est que développer un projet. C'est relativement complexe. Ça met en œuvre des compétences techniques, bien sûr, parce qu'il faut comprendre le positionnement de sa propre entreprise, connaître les véritables atouts et les savoir, enfin, les capacités de ses propres solutions, et surtout de les mettre en face d'un client, d'un prospect qui a sa problématique à lui et à qui, effectivement, il faut proposer une solution qui est parfaitement adaptée. En tout cas, c'est notre souhait de nous adapter parfaitement en fait, à la description du besoin. Et parfois, le besoin, en fait, il n'est pas bien exprimé par le client lui-même. Donc, il faut être capable, effectivement, dans le cadre de cette activité de développement de projet, de savoir décrypter finalement les besoins du client qu'il n'est pas parfois capable d'exprimer lui-même. Donc voilà, donc ça effectivement, ça requiert, ces différentes missions requièrent un panel de compétences, d'expertise qui se développe au cours des années, sans oublier effectivement une grosse partie de management, même si elle est moindre que dans mes postes antérieurs, puisqu'aujourd'hui j'évolue dans une structure chez Nerpro, nous sommes une équipe d'une dizaine de personnes aujourd'hui, donc la dimension de managériale est moins importante que celle que j'ai pu voir dans mes postes antérieurs. Mais c'est pas pour autant moins passionnant parce que on travaille dans une équipe extrêmement soudée avec des ingénieurs et des techniciens très très passionnés. Et donc c'est ce qui fait, je pense, aussi une bonne partie c'est ce qui aussi donne le plaisir du travail et le goût à continuer à se relever des manches et de se lever le matin. Voilà. Merci. On se figure un peu mieux quels sont les métiers au sein des énergies nouvelles. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, j'ai une remarque. Quelle que soit la taille de l'organisation dans laquelle on fonctionne, on manage jamais beaucoup plus qu'une dizaine de personnes, parce que ce qui est important dans le management, c'est la relation. Vous ne pouvez pas avoir une relation avec 50 personnes, même avec 20, 10, ça prend déjà beaucoup de temps. Donc finalement, la problématique est la même, qu'on soit dans une structure de 10, de 20, de 50, de 100 ou de 1000. Finalement, on ne manage jamais qu'une dizaine de personnes qui, éventuellement, elles-mêmes, managent d'autres personnes, et ça descend en cascade comme ça. Mais vous ne pouvez pas porter l'attention à beaucoup plus que 10 personnes. Enfin, moi, je ne peux pas. D'accord. Eh bien justement, je rebondis un peu sur ce que vous nous disiez. Quelles sont les compétences un peu que vous recherchez, enfin vous, ou quelles sont les compétences nécessaires pour travailler dans ces métiers? Quelle est l'attractivité de ce secteur? Quel poste, nous, en sortie d'école, on pourra envisager faire? Et puis peut-être même, que pensez-vous de recruter des jeunes qui ont peut-être une conscience générationnelle différente sur les énergies? C'est pour moi la question pour la conscience générationnelle. Qui veut répondre en premier? Alors, moi je ne peux pas parler pour le secteur des énergies nouvelles à proprement parler, je peux parler pour Steph. Et dans ce contexte-là, notre volonté de transition énergétique, il se trouve qu'on a une filiale qui s'appelle Blue Enerfreeze et qui est chargée de fournir à l'ensemble des sites et des entités du groupe Steph l'énergie frigorifique. Alors, en gros, c'est de l'électricité qui est passée à travers une machine frigorifique. Donc, ces gens-là, ce sont eux en particulier qui équipent nos panneaux solaires, enfin nos sites de panneaux solaires, et qui sont finalement, quelque part, sont des intervenants du marché des énergies nouvelles en compte tenu de notre besoin ou notre volonté de réaliser notre transition énergétique et d'être leader dans ce domaine-là. Donc on est très preneur, alors de compétences d'énergéticiens, évidemment, de compétences de frigoristes que vous avez ou que vous pouvez acquérir. Et puis d'une manière générale, chez Steph, alors ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Steph appartient à ses salariés. Donc 72% du capital est détenu par 13 000 sur les 21 000 salariés du groupe. Donc on a le souci du temps long, parce que c'est notre entreprise. Et donc on a le souci du renouvellement à tous les niveaux.
Et chaque année, on rentre 250 jeunes diplômés sur les 21 000 salariés du groupe, dont un certain nombre, pas tous, hein, mais un certain nombre, vont faire une carrière dans le groupe, parfois 5 ans, 10 ans, 15 ans, ou 31 ans, 32 ans comme moi. Mon patron, qui est le directeur général du groupe, est rentré en 86 en tant que graduate d'une école de commerce, il y est toujours. Donc on a à la fois ce souci et cette volonté d'intégrer des jeunes diplômés qui, demain, continueront l'aventure de Steph, qui est avant tout une aventure humaine. Et puis sur la question de la conscience générationnelle, alors mes enfants ont votre âge. J'en ai même une qui est à Montpellier, Montpellier, c'est pas grand, on dit, en 2e année. Donc vous voyez, on est pile poil dans la génération. J'ai pas le sentiment que, au moins sur ce point-là, on diverge beaucoup dans notre conscience environnementale. Je ne pense pas qu'il faut que vous croyiez que vous arrivez sur un marché du travail où il y a les vieux qui polluent la planète et les jeunes qui vont sauver le monde. Moi, je pense que si on sauve le monde, on sauvera ensemble de 7 à 77 ans, voire plus. Voilà. Et je pense que la conscience, surtout depuis une dizaine d'années, la prise de conscience de l'urgence climatique est une réalité, y compris chez les vieux. Au sein de GRDF, il peut y avoir effectivement des besoins d'attirer et d'embaucher des profils agronomes, tout simplement parce que, donc, vous avez compris, mon sujet, c'est la méthanisation agricole, et elle a une place un peu particulière, je trouve, cette énergie renouvelable, c'est que c'est une véritable activité agricole. Même au sens du code rural, elle est définie dedans, dans le code rural en tant qu'activité agricole. Et aujourd'hui, le développement actuel repose sur les acteurs agricoles, et le futur du développement actuel repose aussi sur le monde agricole. Donc on a besoin d'ingénieurs agronomes parce qu'ils sont capables de parler, comme je le disais, à tout le monde sur le terrain. Ils sont capables de parler avec l'agriculteur et ses problématiques du quotidien, de système d'exploitation, système d'élevage, système de culture. Est-ce que l'activité, le nouvel atelier que serait le méthaniseur, est-ce que ça a du sens de l'intégrer dans son système? Donc il faut pouvoir aller discuter avec ces gens-là sur le terrain. Et puis, je pense que ce qui caractérise quand même pas mal AgroParisTech, c'est la multidisciplinarité, le fait de pouvoir prendre du recul et d'intégrer des problématiques du territoire, cette vision qui est développée dans certaines spécialités. Je ne sais pas si GVSP existe toujours, le master EDDE, économie de l'énergie et de l'environnement, etc. Voilà, ça donne des bases solides pour pouvoir, comme je dis encore une fois, discuter avec différents acteurs, à la fois les acteurs de terrain sur le monde agricole, les élus, les acteurs du monde de l'énergie, les exploitants de réseau comme on peut l'être. Donc là, c'est pour le cas de GRDF. Après, pour la filière générale de production de biogaz, peut-être plus englobant comme ça, en disant biogaz, il y a besoin d'un agronome à tous les niveaux, potentiellement sur le développement de projets, montage de projets. Il y a tous des acteurs, les bureaux d'études, les cabinets de conseil qui viennent accompagner les agriculteurs parce qu'ils ont besoin d'accompagnement pour réfléchir leurs projets. Donc ça, toute cette filière-là autour du biogaz, que ce soit sur l'accompagnement des porteurs de projets, la construction en elle-même des projets, l'exploitation derrière. Je ne sais pas pour un nénuphar, mais en tout cas pour un méthaniseur, vous avez besoin après d'être accompagné tout au long de la durée de vie sur le suivi biologique ou les adaptations potentiellement, je ne sais pas moi, de votre approvisionnement si vous avez des difficultés d'approvisionnement, intégrer des nouveaux approvisionnements. Tout ça, les agros peuvent contribuer à une filière qui est jeune encore, qui est en train de se construire et qui doit nécessairement aussi monter en puissance avec, on l'espère, le développement de cette technologie, de cette production d'énergie renouvelable sur nos territoires. Est-ce que quelqu'un veut réagir Si on faisait le cercle. Je peux prendre le relais. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Donc moi, si je devais compléter, je pense que AgroParisTech, va nous intéresser de par le profil des étudiants. On va avoir des ingénieurs avec une formation solide qui vont être capables d'apprendre vite, qu'on va pouvoir continuer de former aux spécificités de notre métier,
On va savoir qu'on va avoir des gens intelligents en face, qui travaillent bien, qui comprennent, qui vont pouvoir s'adapter à des publics très différents, un maire, un agriculteur, un industriel qui a besoin de couvrir son toit avec du solaire. On va avoir voilà, des profils intéressants et capables de travailler sur des sujets très variés. Et donc ça, c'est votre force, et c'est ce qu'on va vouloir venir chercher en vous recrutant. Nous, chez Technique Solaire, on est là de bout en bout sur le projet. On va le vendre sur le terrain, on va chercher à créer un partenariat avec un industriel ou un agriculteur, ou même avec des centres équestres ou avec des collectivités. Donc il faut les convaincre qu'ils en ont besoin, que ça va pouvoir les aider. Il faut les convaincre qu'on est la bonne société avec qui faire ce projet. Et après, il faut rendre ce projet concret. Donc avoir un permis de construire, faire valider toutes les études environnementales, avoir l'autorisation de la préfecture, construire le projet, l'exploiter et puis le déconstruire ou en tout cas en faire la maintenance. Donc après, ça fait une palette de métiers. Et puis après, vous rajoutez du juridique, du marketing, de la communication, plein de choses. Donc c'est aussi, nous on est 150 en France, on est une petite structure. On a donc aussi des rôles où on fait un peu beaucoup de choses. Moi, dans mon métier, on a le soutien d'une équipe de communication et marketing, sauf que ils sont pas assez nombreux, donc j'en fais aussi. On a le soutien d'un bureau d'études, mais finalement, je fais aussi parfois des études de charpente. Et cette capacité à apprendre rapidement, à pouvoir traiter des sujets très variés, ça, c'est quelque chose que chez l'ingénieur agronome, notamment à AgroParisTech, on sait qu'on va pouvoir trouver. On va vous trouver intéressé, on va vous trouver capable d'apprendre à manipuler des objets complexes très variés. Et ça va être une richesse dans l'employé avec qui on va travailler au quotidien. Moi, je voulais ajouter aussi un petit mot effectivement sur cette filière des énergies renouvelables et de la méthanisation en particulier, c'est celle en tout cas que je connais le mieux. On est vraiment au début du développement de cette filière. Les débouchés sont colossaux. Je pense que dans les prochains... Enfin, on va plus faire marche arrière. Déjà, moi, ça fait à peine 10 ans que je travaille dedans. Ça, je sais pas fois combien on a fait, mais la filière aujourd'hui n'a rien à voir en termes de nombre de salariés par rapport à ce qu'elle était il y a 10 ans. Et ça va continuer à grossir. Donc, en tout cas, je pense que un jeune ingénieur qui se lance, je ne pense pas qu'il puisse faire une erreur colossale en se dirigeant vers ces métiers-là. Et comme tu l'as dit aussi, c'est une variété de métiers et de techniques. Enfin voilà, tu l'as dit aussi, c'est au carrefour de l'énergie, de l'environnement, de l'agriculture. Et en fait, c'est passionnant. Donc c'est deux bonnes raisons pour y aller. Je ne sais pas si c'est exactement pour répondre à la question, mais il y a quand même une motivation des jeunes générations à aller dans ces métiers-là, qui était peut-être, en tout cas, moi, je vois une motivation des candidats pour venir travailler dans mon entreprise qui est plutôt rassurante, et même des efforts qui sont prêts à faire sur les salaires, de venir dans une petite boîte comme la nôtre qui clairement n'a pas les moyens d'offrir des salaires que d'autres entreprises pourraient offrir. Et mine de rien, ça montre quand même une motivation, et ça aide aussi une entreprise comme Nénuphar à se développer, et parce qu'on arrive à aller chercher des talents où je pense que si on avait une technique un peu moins bénéfique sur l'environnement, on galérerait à aller les chercher, quoi. Après, il faut les garder, ces gens-là. Il faut réussir à leur offrir des perspectives de carrière, et puis les efforts qu'ils font au début, ils ne vont pas pouvoir les faire tout le temps. Mais en tout cas, moi, en tout cas, je l'ai vu, c'est quelque chose de très concret. Et c'est aussi quelque chose qui va permettre de mettre une distorsion par exemple, par rapport aux énergies fossiles. Si les entreprises dans les énergies fossiles payent leurs talents plus cher que celles un peu plus vertueuses, ça va orienter tout l'ensemble du système vers ça. Et moi, c'est quelque chose vraiment que je constate au quotidien. Voilà. Je me rends compte que je n'ai pas répondu sur la question génération. Je pense que c'est intéressant de travailler, y compris avec
des générations qui arrivent là. Une des premières manières de travailler avec eux, c'est les stages. Donc, j'ai pris quelques ingénieurs agro en stage et c'est bien parce qu'ils nous bousculent un peu aussi. Enfin, donc ça c'est pour l'instant que des très bonnes expériences à chaque fois quand on prend des stagiaires agro en fin d'études. Après il y a la question de il faut qu'ils acceptent, il faut qu'ils fassent la démarche de se dire je vais voir tel acteur de l'intérieur. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut pas vendre son âme au diable, mais voilà, dire à un moment, bah, j'y vais, je vais voir. Ce que j'ai fait moi en fait il y a 14 ans pour dire bah, je vais aller voir dans le nucléaire alors que j'avais des préjugés forts sur le nucléaire. J'y suis resté 12 ans. J'ai maintenant mon idée très personnelle sur le sujet. C'est pas le cas ici, mais voilà, il faut accepter, faire la démarche, d'aller voir de l'intérieur. C'est pas forcément, je pense, vendre son âme au diable. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour ceux qui sont à l'intérieur aujourd'hui, moi, je leur vois d'un très bon regard ces nouveaux arrivants, entre guillemets, avec leur cadre de référence et qui nous bousculent. Parce que bah, sans ça, on n'avance pas, quoi. On ne développe pas et on ne bouge pas. Et vous, Monsieur Bougeant, au sein de Oui. Enerpro Biogaz? Alors, moi, je ne vais pas redire ce qui a été dit. Je crois que Vincent a très bien décrit les perspectives, enfin, puis aussi Rémi, hein, qui connaît bien le sujet, en effet, les perspectives du développement de notre énergie, hein, celle qu'on développe aujourd'hui, hein, le biogaz et puis le biométhane plutôt pour GRDF. Donc, énormément de perspectives. Moi, ce que je voulais dire, je voulais simplement illustrer un petit peu ce propos, puis je rebondis sur ce que vient de dire Vincent. Nous aussi, avec deux exemples, on a pris l'année dernière, en fait, deux ingénieurs à Groupe Hightech. On a eu le plaisir d'accueillir une jeune étudiante qui fait un double cursus. Donc, elle était en deuxième année et elle était dans un cursus combiné avec Sciences Po Paris. Et ça a été une expérience géniale parce qu'on s'est rendu compte à quel point c'était bénéfique finalement de pouvoir échanger avec une personne qui a un profil aussi large et aussi complet finalement, malgré sa jeunesse. Elle nous a énormément aidé finalement à expliciter aussi la valeur ajoutée de notre proposition. Donc ça a été extrêmement enrichissant. Donc nous, on est vraiment ravis d'accueillir des jeunes comme ça. Ça nous bouscule, ça nous fait grandir. Et effectivement, derrière, ça ouvre des possibilités parce que derrière, on a envie de les embaucher. Et le deuxième exemple que je peux apporter, c'est Clément qui a été avec nous l'année dernière, qui est tout à fait un autre profil et qui, lui, était spécialisé en microbiologie et d'être travaillé avec nous sur un très beau projet d'une installation en réalité. Donc, il a travaillé sur l'optimisation d'une installation de méthanisation sur une brasserie artisanale. Et on a fait énormément de chemin aussi avec Clément, que je salue. Mais voilà, c'est pour dire qu'effectivement, dans les profils d'AgroParisTech, on trouve une diversité de profils qui est géniale. Et donc, on a très, très envie effectivement de continuer les aventures avec des jeunes parce que, encore une fois, ils nous apportent la richesse, et la jeunesse, le regard extérieur, les yeux neufs. C'est vrai pour beaucoup d'écoles d'ingénieurs, ceci dit, mais c'est vrai que la vision qu'on peut avoir quand on se forme à AgroParisTech ou dans les écoles agronomes, je crois que c'est effectivement la vision du monde agricole agroalimentaire qui est extrêmement utile pour notre métier, puisque nous sommes dans l'univers de la valorisation de la biomasse. Donc c'est vraiment, je crois, une des thématiques très très fortes de ce qui est enseigné chez AgroParisTech. Voilà. Donc deux très belles expériences récentes qui nous donnent envie d'aller plus loin. Et encore une fois, nous, on sera ravis. Enfin, de toute façon, on va en parler après, je crois, hein, mais effectivement, on va être ravis d'accueillir de nouveaux stagiaires d'ici peu. Eh bien, merci beaucoup. On comprend comment AgroParisTech pourrait s'insérer dans toutes vos entreprises. Et est-ce que justement, on pourrait revenir plus en détail sur vos entreprises, nous détailler peut-être quels sont leurs engagements, leurs valeurs, comment elles essaient de réduire leurs émissions carbone, ou bien quelle énergie est privilégiée et pourquoi celle-ci? Alors, je peux commencer parce que c'est dans le nom. Technique solaire. Donc, a priori, nous, notre cœur de métier est sur l'électricité d'origine solaire. Mais on fait aussi du biogaz et de la méthanisation, puisqu'on construit aussi des cellules de biogaz, enfin des zones de traitement. Donc nous, l'effort, il va être dans le produit qu'on vend, qu'on construit, qu'on exploite.
Donc le cœur de notre métier, le cœur de notre business, c'est d'être exploitant d'électricité pour produire de l'électricité qu'on peut appeler verte. Après, à notre échelle, en interne en entreprise, on essaye aussi d'être le plus irréprochable possible avec des équipes qui nous poussent régulièrement à toujours faire un peu plus dans l'efficacité énergétique, l'efficience, les économies, que nos propres contrats d'électricité sur nos locaux soient le plus vert possible, que notre propre consommation et nos usages au bureau soient le plus vert possible. Donc c'est un peu deux volets. Dans notre engagement à nous, il est dans le métier qui a été développé dans le produit qu'on vend et qu'on fait, et puis dans la manière dont on vit au quotidien à l'entreprise. On essaye pas à pas de faire ce qui est possible. On baisse le chauffage, tout ce qu'on entend aussi tous en ce moment. Parce qu'il faut que ce soit un projet cohérent. On ne peut pas être sur le marché à vendre de l'électricité solaire et vendre des centrales solaires, etc. Et puis derrière, nous-mêmes ne pas être respectueux de ce qu'on fait et comment on travaille. D'ailleurs, pardon, j'en profite, c'est peut-être une question très spécifique et ça va s'adresser à toutes les entreprises, mais est-ce qu'il y a des études qui ont été menées pour évaluer l'impact carbone de votre entreprise ? Alors, pas à ma connaissance. Au sein de Technique Solaire, je ne crois pas que l'impact carbone de notre chaîne de valeur ait été publié. Je pense qu'on a les études en interne, mais comme on est encore une petite structure et qu'on n'est pas coté en bourse, ce n'est pas une obligation de publication. Et donc, j'avoue, moi, ne pas avoir mis encore mes yeux sur ce papier. Donc, c'est possible qu'il existe. Et je vais être très franche sur le fait que je ne l'ai pas lu. Mais, donc, je ne saurais pas vous dire notre impact carbone aujourd'hui. Donc, chez Nénuphar, ça va être un peu comme l'a dit Louise. On a le gros de notre impact carbone, c'est le nombre d'installations qu'on arrive à faire par an. Une couverture Nénuphar installée, c'est de l'ordre de 300 tonnes équivalent CO2 non émis par an. Le coût carbone pour installer une unité, on n'a pas fait venir un cabinet d'audit, mais on a calculé nous-mêmes l'ordre de grandeur, c'est la dizaine de tonnes. Donc en gros, on installe une unité en un mois, l'investissement carbone qui a été fait, il a été valorisé par la non-émission, il est effacé par la non-émission de méthane. Et c'est pour ça qu'on met tout notre effort sur essayer d'installer le plus de couverture possible. Et les efforts qu'on ferait nous pour recycler le papier de l'imprimante, c'est l'épaisseur du trait. Après, c'est sûr qu'il y a quelque chose de comment dire, c'est quoi de le mot ? cohérence. De cohérence. Donc voilà, on essaye de travailler le plus propre possible, mais un calcul froid montre que, en fait, juste si on arrive à en faire une de plus à la fin de l'année, ça écrase tout le reste. Voilà, donc c'est vraiment la base du calcul, quoi. Alors pour répondre à la question, je vous propose de prendre un petit peu d'auteur quand même sur le mix énergétique français et de parler de la place du gaz, parce que je suis obligé d'en parler en tant que gestionnaire d'exploitant de réseau. En fait, aujourd'hui, notre mix énergétique, il repose énormément sur l'électricité, mais encore énormément sur du gaz. Donc on consomme encore 500 TWh de gaz par an. Parce que le gaz, c'est un vecteur énergétique qui se stocke, et puis on le voit bien avec le drame de la guerre en Ukraine, la crise énergétique actuelle, etc., que le remplissage des réservoirs pour tenir cet hiver, c'était un sujet. Et donc le gaz, on l'utilise aujourd'hui beaucoup pour se chauffer, vous l'avez compris. Et pendant les pics de consommation qui vont arriver en décembre, en janvier, au moment de la pointe, ce qui nous fait tenir, ce qui fait que notre mix énergétique y tient, c'est le fait qu'on a du gaz qui est stocké, qu'on peut sortir de ce stockage, envoyer dans un réseau de transport et ensuite distribuer via un réseau de distribution à tous les clients finaux. Et GRDF opère ce réseau de distribution. Donc nous, on gère des tuyaux en fait, on est juste exploitant de tuyaux. Et là, j'atterris un petit peu sur le rôle que peut avoir GRDF. Donc nous, on exploite cette infrastructure énergétique qui est clé pour la tenue de notre système énergétique global. Et notre mission, c'est juste de l'exploiter. En plus, il ne nous appartient pas. Il appartient aux collectivités. Donc ça appartient aux collectivités qui nous délèguent après l'exploitation de ce réseau. Donc nous, notre mission de service public, c'est faire en sorte que ce système fonctionne
que le gaz soit acheminé à tous les clients particuliers et tous les clients consommateurs avec une continuité de service en toute sécurité et à tout moment de l'année. Mais on a aussi une mission de pérenniser cette infrastructure énergétique, de faire en sorte qu'elle continue à assurer son rôle dans la durée. Et là, donc, nécessairement, on doit s'intéresser à ce qu'il y a dedans. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui véhicule dans les réseaux de gaz, c'est aussi importé. Et ça, on est bien tous d'accord, c'est pas durable, quoi. Hein, on va falloir qu'on en sorte. Il y a un changement climatique qui est là et il faut aller très très vite là-dessus. Donc, sur la tenue et sur les perspectives énergétiques, ça ne tiendra pas si on reste à un niveau de consommation équivalent. Donc le mot de sobriété qui était encore un peu qu'on n'osait pas trop dire il y a quelques temps, maintenant il est dans toutes les bouches, mais le secteur du gaz l'a très bien compris. On imagine que le gaz aura toujours une place, dans tous les scénarios en fait, que vous allez regarder côté électricien, vous demandez à RTE à l'horizon de 2050, est-ce qu'il y aura toujours du gaz dans le mix énergétique? Oui, même RTE à l'horizon de 2050, ils ont beau mettre le plus de centrales nucléaires partout, il y aura toujours besoin de ce gaz. Pour cette raison que je vous expliquais, c'est que le gaz se stocke par rapport à l'électricité. La question, c'est quel type de gaz? Donc on l'imagine, nous, évidemment, le 100% décarboné, renouvelable, produit par les agriculteurs sur le territoire par méthanisation. Et donc, voilà pourquoi GRDF ne s'occupe pas que du tuyau, mais aussi de ce qui transite à l'intérieur et accompagne les acteurs du monde agricole pour produire le gaz renouvelable sur les territoires. Le bonus, c'est en plus indépendance énergétique et on n'est plus sur du gaz importé. Après, sur le bilan carbone de GRDF, là pour le coup c'est une grosse boîte, donc ouais, on doit rendre des comptes là-dessus. Il y a un bilan carbone qui est diffusé, qui est disponible sur Internet, sur notre site institutionnel. Le principal impact, il est lié à cette infrastructure de réseau qui a des pertes, qui a des fuites. C'est une de nos branches d'activité, c'est ça, c'est vérifier l'étanchéité du réseau et faire des mesures tout le long du réseau avec tous les jours des gens qui sont à pied dans des camions, dans des véhicules pour vérifier qu'il n'y a pas de fuite sur les réseaux. Le principal impact bilan carbone sur son scope 1 de GRDF, c'est les pertes réseau et donc notre principale levée d'action, c'est les pertes réseau. Après, quand on étend le scope et quand on regarde plutôt sur une analyse de cycle de vie, là, on se rapproche plutôt de ce que tu décrivais, où en gros, toute unité de méthanisation qui se monte sur le territoire, c'est plus de gaz renouvelable qui va remplacer du gaz fossile, et donc on contribue à ça là-dessus, quoi. Mais après, pour résumer, pour GRDF, en fait, pour nationalement, je pense, du point de vue national, la transition vers les gaz renouvelables, on ne pourra pas faire sans pour les raisons d'adaptation et du changement climatique et de la mitigation du changement climatique. Pour GRDF, la transition vers les gaz renouvelables, c'est une question de survie, tout simplement. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à remplacer le gaz fossile qui véhicule aujourd'hui dans les réseaux, on va nous dire vos réseaux, vous le démantelez. Voilà. Donc, ce qui est quand même, pour le coup, d'un point de vue écologique, écologie circulaire, etc., vu l'infrastructure, on a quand même 200 000 km de réseau de gaz. Ce serait un petit peu bizarre de se dire que cette infrastructure, on la met aux oubliettes et on la démantèle. Alors nous sommes d'affreux producteurs émetteurs de gaz à effet de serre. Donc les premières mesures qu'on a faites d'émissions de carbone datent de 2011, donc ça fait plus de 11 ans. On a été dans notre secteur plutôt pionnier dans la matière. Aujourd'hui, Steph émet à peu près 600 000 tonnes équivalent carbone à l'échelle France. Ça fait 1,5 pour 1000 des émissions réalisées sur le territoire français. Et on est, pendant 10 ans, une fois qu'on a fait nos premières mesures, c'était évidemment motivé par ce on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Donc, et pendant longtemps, on a parié sur la sobriété énergétique, sur la performance de nos installations, de nos moteurs, etc., etc. En gros, on a gagné 20% de nos émissions de carbone entre 2011 et 2020, mais ce n'est pas suffisant. C'est pas suffisant, donc c'est pour ça qu'on s'est fixé des objectifs très ambitieux, 6% par an pendant 10 ans, qui ne sont d'ailleurs qu'une première étape, avec nos principales sources, c'est l'électricité,
même si finalement, en France, on a la chance d'avoir une électricité peu carbonée. Ça reste quand même 360 gigawattheures en France, ça reste quand même une source de carbone relativement importante. Et puis c'est surtout la motorisation des véhicules. Et là, on cherche des solutions. On cherche des solutions parce que la diminution de la consommation des véhicules, le meilleur chargement des véhicules, ça ne fait pas tout et ce n'est pas à la hauteur de l'ambition. On en a trouvé une première avec le groupe Avril, qui je crois intervient, qui nous fournit aujourd'hui un biocarburant qui s'appelle l'oléosan, qui permet de diminuer, pour les véhicules qui sont équipés, permet de diminuer les émissions de gaz à effet de serre de 66%, 63%, ce qui est considérable. Par contre, c'est une ressource qui est limitée. C'est un biocarburant qui est fabriqué à base de déchets de colza. Une fois que vous avez trituré le colza, vous avez de l'huile, vous avez du tourteau, puis vous avez des déchets verts qui servent à fabriquer ce biocarburant. On a des véhicules au GNV en se disant que quand on peut, on y met du bio-GNV, ce qui n'est pas forcément évident. Hein. Quand on sert dans les stations-service, même quand il est marqué bio-GNV, on se méfie un peu. Donc on a évidemment des camions électriques, mais par contre, la conviction qu'on a, c'est que autant aujourd'hui, on est finalement dans un mix énergétique, entre guillemets, qui est basique et relativement simple. En fait, on a les hydrocarbures d'un côté, l'électricité de l'autre. On est intimement persuadé que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on aura énormément diversifié les sources d'énergie et qu'en fait, on aura un usage, à chaque source d'énergie, un usage particulier. Et que c'est ça qui nous permettra de réduire fortement nos émissions de gaz à effet de serre. Et on cherche. Donc je porte un appel au secours. Il faut nous aider parce que c'est vraiment c'est compliqué. Et on compte beaucoup sur les fabricants d'énergie nouvelle ou les producteurs d'énergie nouvelle pour nous aider à trouver des solutions comme on a trouvé avec le groupe Avril. Il faut qu'on aura fait 30% ici, 10% là, 5% là, etc. On commencera à avoir fait une bonne partie du chemin. Merci beaucoup. Monsieur Bougeant, peut-être pour Oui, un petit mot aussi à l'image de ce qu'a expliqué Rémi pour Nénuphar, qu'on connaît bien. Nous, effectivement, notre combat en tant que petite entreprise et notre mission, c'est aussi de proposer des solutions qui vont effectivement décarboner donc soit des fermes d'élevage, soit des industries alimentaires qui sont donc nos clients, notre domaine d'application. Et effectivement, je reconnais un peu les mêmes chiffres. Nous, à chaque fois qu'on installe une unité de méthanisation, on va avoir un impact de l'ordre de 300-400 tonnes équivalent CO2 par an, ce qui n'est pas du tout négligeable à l'échelle d'une ferme d'élevage, par exemple, ou bien d'une petite industrie alimentaire. Pour vous donner un ordre de grandeur, en fait, l'ADEME a estimé qu'il y avait en France un potentiel de duplication d'unités de méthanisation de petite ou moyenne taille de 15 000. Ça, c'est que les fermes d'élevage et c'est que en France. Donc 15 000, si on fait le rapport 15 000 fois 300 tonnes équivalent tonnes équivalent CO2, ça représente 4,5 millions de tonnes équivalent CO2 qu'on pourrait écraser sur le bilan, sur l'impact, sur l'empreinte carbone finalement du territoire. Évidemment, c'est pas nous qui allons sauver le climat tout seul. On a besoin d'être tous ensemble là. Mais effectivement, nous on se bat pour ça. Donc, et il y a encore d'autres domaines sur lesquels je crois on peut faire des impacts parce que le fait de réduire l'empreinte carbone, c'est une chose, mais il y a aussi effectivement le volet énergétique puisque nos installations produisent une énergie qui vient donc en substitution d'une énergie fossile. La plupart du temps, le fuel ou le gaz fossile, le gaz propane. Ou le gaz naturel, tout simplement. Voilà. Donc, effectivement, nous, c'est notre combat, c'est notre mission, et c'est pourquoi, effectivement, on a besoin d'aller de l'avant. Et bien sûr qu'en tant qu'entreprise, on est attentif, évidemment, à notre propre geste, bien entendu, mais là encore, Rémi a très bien expliqué, effectivement, les ordres de grandeur, le combat, enfin, en tout cas,
L'impact, il ne se déroule pas dans l'entreprise, en réalité, même si on fait évidemment attention à ce qu'on fait, et puis nous sommes des gens engagés, c'est plutôt sur le terrain de la capacité à dupliquer les solutions qu'on va pouvoir faire des impacts. Bien, merci beaucoup. On connaît désormais les engagements de toutes vos entreprises. Peut-être que ce serait l'occasion de détailler les projets que vous menez. Donc, j'ai pu regarder un peu sur vos sites internet les flottes qui roulent au biocombustible, des leviers pour réduire les émissions carbone ou des références de grandes fermes agri-photovoltaïques ou enfin des fermes dans lesquelles vous avez implanté vos méthaniseurs. Donc voilà, la question, ce serait de détailler un projet qui vous semble particulièrement réussi dans cette transition pour les énergies nouvelles. Pour aller assez vite, notre projet standard, et après je donne plutôt les perspectives sur les nouveaux projets, mais notre projet standard, c'est typiquement un élevage de porcs qui a une fosse à lisier non couverte, donc qui émet du méthane dans l'atmosphère. On couvre cette fosse à lisier, on récupère le méthane. Au passage, on limite les odeurs, on limite les émissions d'ammoniac, on évacue l'eau de pluie. Et ce gaz-là, il va servir à chauffer le bâtiment d'élevage qui est à quelques dizaines de mètres, parce que les élevages de porcs consomment du gaz, souvent du propane, pour chauffer les bâtiments d'élevage, parce que les porcelets ont besoin d'une température de consigne de l'ordre de la trentaine de degrés. Et là, c'est des projets très locaux où on récupère une source de méthane à un endroit, on le valorise directement et on retire cet élevage de sa consommation sur le réseau. Ça, c'est le projet standard. On en a fait quasiment une centaine maintenant. Là, il y a encore un an, je tenais le discours que faire de l'autoconsommation électrique avec du biogaz, ça n'avait aucun sens. Et ben là, on vient de vendre notre premier projet en autoconsommation électrique. Donc ça veut dire que ce même biogaz sur un élevage de porc, on va le brûler sur un moteur de cogénération qui va faire de l'électricité et de l'eau chaude, avec l'électricité qui est valorisée pour la ventilation, l'éclairage, la fabrique d'alimentation à la ferme, le brassage des fosses, et l'eau chaude qui est valorisé pour le chauffage des bâtiments. Et là, on a un bien meilleur bilan économique parce qu'on va aller chercher des kilowattheures qui sont bien plus chers que le gaz fossile parce que l'électricité, là, a explosé. Donc, en fait, c'est juste l'équilibre économique qui a complètement changé. La technique, c'est exactement la même que l'année dernière, sauf que le kilowattheure gaz, il est passé de 10 centimes à 35-40 centimes aujourd'hui. Et du coup, le seuil de rentabilité a vachement baissé. Donc ça, c'est les nouveaux projets qu'on est en train de sortir en ce moment. Et on réfléchit aussi beaucoup à tout ce qui est autour de la mobilité gaz, notamment pour les tracteurs. On est en train de réfléchir avec une entreprise anglaise dans laquelle New Holland, un tractoriste, a investi. New Holland a développé un tracteur GNV. Et nous, on est persuadés que la fosse à lisier d'une exploitation d'élevage, c'est la future cuve à fioul de l'exploitation d'élevage. Là, on est encore dans des zones de rentabilité économique où les business models sont difficiles à faire sortir. Ça veut dire qu'on arrive à faire des projets rentables qu'à coût de subventions importants. Mais voilà, il y a différents modèles quand même qui se dessinent, avec plein d'autres startups aussi qui se montent pour développer des épurateurs à petite taille avec des coûts d'investissement qui sont de plus en plus faibles. Voilà, il faut laisser cet écosystème maturer aussi et on voit arriver vers nous des boîtes qui ont des solutions techniques un peu nouvelles avec, et plus ça va, plus on gagne en efficacité. Si les prix de l'énergie montent, il y a un jour où, tout comme ça l'est maintenant pour l'autoconsommation électrique, la carburation dans les tracteurs, ce sera l'avenir et ça, on y croit fortement. Donc, on lâche pas ce type de projet. De notre côté, le projet type, ça va être de chercher du foncier, de la surface, des mètres carrés, où on va pouvoir mettre nos panneaux. Donc de la toiture de plateforme logistique, de la toiture d'usine, de la toiture de bâtiments agricoles, ou alors de la surface au sol. Donc après, l'idée va être de développer différents types de projets qui soient intéressants pour nous pour avoir des mètres carrés et donc produire de l'électricité, et intéressants pour le propriétaire, soit grâce à la rémunération contre un loyer,
on va prendre le toit de votre usine, on va la couvrir de panneaux, nous on va gagner de l'argent dessus, en contrepartie on vous verse un loyer. Notre offre standard pour l'agriculteur, c'est de lui offrir le bâtiment. Il a pas pour qu'il puisse se moderniser, pour qu'il puisse s'agrandir, pour qu'il puisse étendre son exploitation ou s'installer en tant que jeune agriculteur. Le frais pour acheter un bâtiment, c'est plusieurs centaines de milliers d'euros. Pour le faire construire, nous, on va offrir le bâtiment, mais en contrepartie, on va garder le toit et on va mettre nos panneaux dessus. Donc ça, c'est notre offre standard. Dans les choses qui, justement, peuvent être intéressantes pour des ingénieurs agronomes, c'est qu'on va toujours chercher à essayer de s'adapter le plus possible aux vrais besoins agricoles de l'agriculteur. Et dans ce cadre-là, on a notamment travaillé avec des éleveurs d'oiseaux et d'élevage, alors d'oiseaux de chasse malheureusement, mais en se disant il y a des élevages de faisans qui ont lieu aujourd'hui en plein air avec des risques de grippe aviaire. Et puis, on n'a pas besoin de bâtiments parce qu'il faut que ces oiseaux soient en plein air. On a besoin de hauteur parce qu'il faut que ces oiseaux volent. Et on a développé avec eux quelque chose d'adapté avec des panneaux photovoltaïques et des filets pour avoir toute une zone de croissance où ils ont de l'espace pour voler, de la sécurité avec des enclos et des filets pour ne pas être mélangés aux autres oiseaux et de la production de solaire grâce à des panneaux photovoltaïques. Donc on a pu déposer un brevet pour ce genre d'installation et reproduire ce genre de projet ailleurs. Et donc ça, c'était un vrai projet de recherche avec des agriculteurs, des ingénieurs agronomes et nos équipes techniques. Bien, merci beaucoup de nous avoir présenté votre projet. Est-ce que quelqu'un veut présenter ? Moi, j'ai cramé mon projet tout à l'heure en vous parlant de l'oléosan. C'est bien dommage, mais bon, voilà, on a fait ça déjà. Et franchement, on s'est limité à 30% de notre parc parce qu'on considère qu'on n'a pas le droit de tout capter. Voilà. Donc on s'est dit, il faut qu'on en laisse pour nos petits camarades transporteurs. Donc on prend 30% de leur parc qui représente à peu près 20% de la production du groupe Avril. Par contre, on a un rêve. C'est de pouvoir conserver nos véhicules actuels. Parce que changer un parc, c'est très long. Et finalement, qu'est-ce qu'ils ont comme défaut, nos véhicules actuels ? Ils fonctionnent au gasoil. Mais le gasoil en soi, c'est jamais qu'un mode de stockage d'énergie. Il se trouve qu'il est fossile. Donc, émission de gaz à effet de serre. Mais si on arrivait à faire du gasoil à partir de carbone circulant, et c'est possible, on sait synthétiser des hydrocarbures avec de l'eau, du carbone et quelques autres atomes. Il suffit d'avoir de l'énergie, ça s'appelle des HNO, ça, aucune difficulté là-dessus. Si on arrivait à synthétiser du gasoil, on pourrait avancer beaucoup plus vite sans avoir, et ça ne concerne pas que Steph, ça concerne tous les transporteurs, ça concerne même, pourquoi pas, les particuliers. Si on arrivait à synthétiser des hydrocarbures, avoir l'énergie disponible verte, pour synthétiser des hydrocarbures et les mettre dans les moteurs de nos véhicules, on aurait une réduction très rapide des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit pour les transporteurs ou les particuliers. Donc, je lance un appel à tous les gens qui voudraient installer suffisamment de panneaux photovoltaïques pour le mettre à côté d'une usine de fabrication de carburant synthétique. Je pense que c'est l'avenir. Il ne faut pas condamner le moteur à explosion. On aura sans doute des véhicules électriques. On aura certainement des véhicules au gaz. Le problème du biogaz, c'est qu'on en produit pas mal, mais c'est très, très distribué un petit peu partout. Donc c'est difficile à centraliser en quantité suffisante. Et ce n'est pas GRDF qui va dire le contraire. Mais on aura aussi, de notre point de vue, des véhicules diesel, parce que ce sont des moteurs extrêmement performants, sur lesquels on a énormément travaillé, très peu polluants, des véhicules diesel qui fonctionneront avec des carburants de synthèse qu'on fera à partir d'énergie a priori photovoltaïque ou éolienne, qui permettront de diminuer de manière très rapide, beaucoup plus rapide qu'on le pense, les émissions de gaz à effet de serre liées, on va dire, globalement au déplacement, que ce soit des particuliers et des transporteurs. Il ne faut pas oublier que les particuliers, enfin le transport en gros, c'est entre 25 et 30% des émissions de gaz à effet de serre des pays européens. La France 26, l'Allemagne 30. Les particuliers, c'est la moitié. Les particuliers, c'est 15% des émissions de gaz à effet de serre, le déplacement des particuliers. Et
dans les 15% qui restent, qu'on appelle logistique, la moitié à peu près sont des véhicules légers. Vous savez, les gens qui font de la livraison à domicile. Et la moitié, c'est les poids lourds. Donc les poids lourds, c'est 6-7% au total des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est tous ces gens-là, c'est 30% d'émissions de gaz à effet de serre qui sont potentiellement concernés par la fabrication de carburants synthétiques à partir d'énergie a priori plutôt photovoltaïque. Donc ça, c'est un truc qu'on a en coin de la tête, qu'on aimerait bien tester d'abord à petite échelle. On ne va pas remplacer tout de suite l'Arabie Saoudite. Et puis avec une montée en puissance suffisamment rapide dans les 10 ans qui viennent pour que ça ait vraiment un effet sur les émissions de gaz à effet de serre des pays occidentaux, on va dire. C'est un rêve, mais on ne sait jamais, j'en parle souvent, mais j'espère qu'il va se réaliser un jour. Et il me semble justement que GRDF développe la filière GNV, c'est ça? En fait, Rémi, effectivement, m'a aussi mangé mon initiative exemplaire parce que je voulais parler du biogène agricole. Effectivement, on accompagne aujourd'hui les agriculteurs méthaniseurs pour tester le tracteur du Holland T6 en conditions réelles. Sur des unités qui sont en injection, le biogaz est déjà épuré, donc c'est beaucoup plus facile effectivement pour elles il suffit juste de compresser, de comprimer et hop, c'est utilisable directement dans des tracteurs. Donc ça, c'est effectivement un usage, je pense, amené à se développer, en tout cas très très intéressant, où on fait coup double, parce qu'en plus on peut aussi contribuer encore plus aux réductions des émissions du secteur agricole, quoi. Parce que la part des émissions du secteur agricole, tu as dit, les 13,6 millions de tonnes, là, c'est lié aux effluents d'élevage. En tout, c'est 80 millions de tonnes, le secteur agricole. Mais il y en a une bonne partie, je crois, peut-être plus de la moitié, qui sont liés juste au GNR, quoi, au gazole non routier, qui est utilisé par les machines. Donc, on a beaucoup à faire là-dessus. Donc, je ne vais pas parler de ce sujet-là. Je vais parler d'un autre sujet, alors qui n'est pas du coup sur le sujet climatique, mais un des projets qui me tient vraiment à cœur en ce moment. Le développement de la production de biomasse et des énergies liées à la biomasse, en particulier de la méthanisation agricole, ça fait évoluer les pratiques des agriculteurs, notamment sur leurs pratiques culturales. Il y a un gros potentiel de production de ce qu'on appelle des cultures intermédiaires à vocation énergétique. Ça, c'est... le colza, non, pas trop pour le coup, il est trop long. Justement, ça fait sortir le colza des rotations, mais bon, ouais, dommage. Mais donc, les cultures intermédiaires, ce sont donc des cultures, sont bien des cultures que vous intercalez entre des cultures principales. Là où vous aviez classiquement plutôt une culture par an, un colza, c'est là pendant quasiment 12 mois, c'est très long. Vous sortez du coup le colza de la rotation, vous faites 3 cultures en 2 ans. Et par exemple, avec une cive d'hiver, donc là qui a été implantée en octobre-novembre, qui va passer tout l'hiver et qui va être récoltée en mai-juin, pas trop tard en juin, pour laisser la place à une culture principale derrière. Un maïs, par exemple, un tournesol, ce genre de choses. Elles sont très intéressantes, ces cultures intermédiaires, du point de vue agronomique, pour plein de raisons, hein. Limitation de l'érosion des sols, ça a des intérêts sur l'augmentation des stocks de carbone dans les sols. Ça peut faire aussi un bel habitat du point de vue de la biodiversité, c'est-à-dire que des sols qui étaient normalement nus, et ben là, vous avez des sols qui sont couverts, et donc ça fait un abri pour les oiseaux, ça fait un abri pour les petits mammifères, etc. Sauf qu'il y a un petit mais, on va les récolter, comme je le disais, en mai-juin. Donc ça, par exemple, pour les piafs, c'est pas forcément idéal, parce que c'est la période de reproduction. Et donc, on a ce questionnement qui remonte aujourd'hui sur les territoires. C'est intéressant, il y a l'effet habitat supplémentaire, mais si c'est pour faire passer une ensileuse au moment le plus critique, peut-être que c'est pas top, quoi. Et on dit, oui, vous avez raison, il faut qu'on aille bosser là-dessus. Et donc, on travaille avec le CNRS et les chasseurs. Il y a une thèse dédiée sur ce sujet qui s'appelle Métafaune, où on va cibler la perdrix grise, le lièvre et un ongulé, pas le cerf, le chevreuil. Et ils vont suivre des parcelles témoins où ce sont des agriculteurs méthaniseurs, donc ils mettent en place des cultures intermédiaires et ils vont comparer les comptages par rapport à des gens qui font des cultures intermédiaires et d'autres qui ne font pas, et ils vont derrière les ensileuses, quoi. Aller compter, est-ce qu'il y a de la mortalité. Donc ça, c'est de l'observation visuelle, et on va aller faire jusqu'à poser des colliers GPS sur de la perdrix, sur du lièvre, pour vérifier sur un secteur quelles sont les évolutions de population, est-ce qu'ils sont effarouchés ou ce genre de choses. Donc caractériser l'impact, c'est le premier objectif de la thèse, et ensuite aller tester des mesures simples pour éviter
Donc, s'il suffit, par exemple, de changer le parcours de l'ensileuse dans la pièce et de lui dire, au lieu d'entourer d'emprisonner, entre guillemets, les bestiaux, il suffit de taper au milieu ou de laisser une bande où elles peuvent se réfugier. Voilà, toute cette méthode d'évitement et de réduction vont être testées dans le cadre de la thèse. Et c'est un projet que je trouve particulièrement intéressant, où on combine les enjeux de production énergétique, de mitigation climatique, parce que les cultures intermédiaires, je vous l'ai dit, ont un fort intérêt sur l'augmentation des stocks de carbone dans les sols, mais après, il faut aussi regarder la biodiversité. Pardon, vous détaillez quelque part ce projet? Je n'étais pas Il est sur le site internet de GRDF, il y a le poster métafaune de la thèse, elle est dans sa première année et c'est fait dans les Ardennes. Okay. Voilà. Merci beaucoup. Et pour Enerpro Biogaz, j'avais vu que vous faisiez différents types de méthaniseurs, Enercube, Oui. Et j'en avais vu 4 différents. Je vais essayer de faire très court parce que le temps, je pense, va vite. Je vais prendre un exemple, une illustration du projet d'aujourd'hui. Le projet d'aujourd'hui, on va s'adresser, on l'a dit, au secteur de l'élevage, les fermes d'élevage, où on met en œuvre des méthaniseurs avec principalement des effluents d'élevage et une toute petite quantité en fait de cives, dont vient de parler Vincent d'ailleurs, mais avec des toutes petites quantités. Mais je vais prendre un autre exemple, l'exemple d'une entreprise qui va transformer le lait en fromage. Et le coproduit du lait, de la production de lait, quand on est sur des productions de fromage lactique, on va avoir beaucoup de rejets lactosérum, en lactosérum, petit lait, et aussi en eau blanche. On va avoir des eaux blanches de lavage, de rinçage. Et en fait, ces matières-là, elles sont chargées en fait organiquement. Ce sont des matières qui sont aujourd'hui polluantes. Quand on les déverse directement dans le ruisseau, en fait, on n'a pas le droit tout simplement parce que ce sont des matières qui sont très chargées, polluantes. Elles contiennent de l'énergie, elles contiennent encore tout l'azote dont ont besoin les plantes. Et donc, nous, on estime que, enfin, c'est pas qu'on estime, mais c'est qu'on a effectivement mis en œuvre un certain nombre d'installations qui valorisent finalement ces matières-là directement sur le site avec des installations compactes de notre technologie Enercube. Et ça permet effectivement de produire une énergie tout en dépolluant finalement l'effluent. Voilà. Donc ça, l'énergie qui est produite, on va l'utiliser sous forme de chaleur parce que quand on est dans un atelier de fromagerie, par exemple, on va avoir besoin de beaucoup de chaleur pour tout un tas d'usages, donc de la chaleur plutôt à température élevée. Et ça, c'est possible en brûlant finalement le biogaz qui est produit sous l'effet effectivement de la fermentation de ces déchets dont j'ai parlé avant. Voilà, ça c'est un modèle type d'installation sur lesquels on est très sollicité parce qu'évidemment, aujourd'hui, les industries alimentaires sont confrontées à une hausse terrible des coûts du combustible, qui est bien souvent le propane, pas seulement, mais souvent le propane. Ça, c'est un premier exemple de ce qu'on fait. Alors, vous l'aurez compris, impact carbone fort, pas du tout de transport de matière pour réaliser finalement pour produire cette énergie. Un système extrêmement sobre parce que finalement, on utilise très peu d'électricité pour faire fonctionner le process. Et finalement, avec un petit peu de technologie, on arrive à piloter un process sur finalement une matière qui est produite en continu et sur laquelle on arrive à réaliser une performance finalement de méthanisation qui est tout à fait satisfaisante. Donc ça, c'est l'exemple de ce qu'on fait aujourd'hui chez Enerpro, à peu près à toute France, et on est beaucoup sollicité pour en faire d'autres dans le contexte d'aujourd'hui qui est très favorable au développement de ce type d'installation. Je vais prendre un deuxième exemple pour effectivement illustrer ce qu'on pourrait faire demain, enfin ce qu'on va faire demain. Ce sont des unités de valorisation énergétique des biodéchets qu'on va collecter dans les zones urbaines et qui effectivement aujourd'hui peuvent aller dans les grands méthaniseurs, donc des grands méthaniseurs collectifs agricoles, mais aussi on peut tout à fait imaginer que demain, vu la quantité de masse, vu la quantité de matière qui va sortir des villes ou des périphéries des villes, on peut aussi parfaitement penser des unités de taille intermédiaire à proximité des villes et qui vont pouvoir produire une énergie sous forme d'électricité, de chaleur, mais aussi de biométhane. On peut l'injecter. On pourra aussi peut-être même produire un bio-GNV, on en a parlé à plusieurs reprises avec Vincent et puis Rémi aussi. Et effectivement, nous, on y croit aussi très fort à ça. On va pouvoir développer des unités de méthanisation spécifiquement de biodéchets ou quasi spécifiquement de biodéchets à proximité des villes. Moins de transport,
moins de nuisances pour les riverains, et une production d'énergie locale qui va retourner finalement dans la ville ou en périphérie de la ville. Donc ça, c'est assez génial. Effectivement, on travaille aussi un petit peu avec GRDF sur ces réflexions-là. On a des effets tout à fait positifs en plus de l'énergie, puisqu'on va avoir aussi une production de compost, parce que finalement, les biodéchets, quand ils atterrissent pas dans un incinérateur, pour info, le biodéchet, c'est quand même beaucoup d'eau. Et bien souvent, ça atterrit dans un incinérateur. Donc, pour dire qu'effectivement, on va aussi récupérer la fraction intéressante la fraction qui retourne au sol, c'est-à-dire le compost ou un digestat qui ne sera pas forcément traité. Une dernière illustration de ce qu'on pourrait faire demain, c'est un peu dans le même esprit. Et là, pour le coup, on réfléchit avec GRDF au travers d'un partenaire qu'on a en commun, c'est de développer aussi une mobilité, par exemple, fluviale. Il y a un très beau projet, il y a des projets qui vont sortir prochainement et qui vont donner la possibilité, qui vont ouvrir la possibilité de produire du gaz en marge, à proximité finalement des cours fluviaux, notamment la Marne, à laquelle on pense nous, et pour laquelle on va développer prochainement un projet et qui permettrait aussi de décarboner très fortement finalement les transports fluviaux. Projet soutenu par GRDF, je signale, mais effectivement, des usages et des applications du biogaz, elles sont considérables. On voit un potentiel immense, et donc ça tombe bien parce qu'on est plusieurs autour de la table à pouvoir proposer des solutions, mais aussi d'ailleurs avec monsieur de la STEF aussi, on pourra aussi peut-être vous proposer des solutions pour décarboner vos transports routiers. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir exposé tous vos projets, vos métiers, et puis plus généralement d'avoir pris du temps pour discuter sur ce sujet. C'était très enrichissant. Si vous n'avez pas quelque chose à ajouter que vous auriez aimé dire et pour lequel je n'aurais pas posé de questions, je vous propose... Si on a une opportunité extraordinaire parce que il y a eu une cassure en septembre 2021 où on a vu augmenter le prix des énergies fossiles de manière drastique. En gros, moi, je payais l'électricité, par exemple. C'est pas que du fossile, mais il y a aussi du fossile. Je payais l'électricité 80 € du mégawattheure en 2019. Aujourd'hui, je la paye 220 € du mégawattheure. Donc, x3. Ça veut dire que le panneau solaire, dans ce cas-là, il est compétitif. Ça veut dire que le biogaz, qui lui est plutôt comparé au gaz fossile, mais qui est à 100 € du mégawattheure, on va dire en ce moment, le biogaz devient compétitif. Toutes les sources renouvelables qui ne l'étaient pas avec un gaz à 100 € du mégawattheure ou une électricité à 80 € du mégawattheure le deviennent. Donc c'est une opportunité extraordinaire pour innover sur des technos qui, jusqu'à il y a 2 ans, passaient pas la rampe économique, parce que la soutenabilité écologique, c'est important, mais il n'y a pas de soutenabilité écologique s'il n'y a pas de soutenabilité économique. Donc là, on entre dans une ère de cherté de l'énergie qui va rendre les énergies alternatives compétitives, et ça, c'est une excellente nouvelle. Et la deuxième chose que je voulais dire, vous ne faites pas trop de soucis sur votre avenir professionnel, venez comme vous êtes, vous avez une excellente formation, vous n'êtes pas les seuls, mais vous avez une excellente formation et vous êtes capable de faire des choses très bien. Donc, moi, je sens un petit peu d'angoisse à vous entendre parler. Est-ce que je fais bien d'avoir fait AgroParisTech? Oui, il n'y a pas de problème. Vous trouverez de boulot, vous ferez de très belle carrière. Venez comme vous êtes. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre voulait réagir ou ajouter quelque chose? N'hésitez pas à venir nous voir sur nos stands pour en parler plus longuement, tant de nos métiers et de nos travaux, et puis de ce qui est possible en termes d'opportunités pour vous à moyen, court et long terme. Merci beaucoup. Eh bien, je vous propose de passer aux questions du public, si jamais vous en avez. Eh bien, alors, il me reste à vous remercier d'avoir assisté à cette table ronde et d'avoir participé. Vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.